On parle d'un court-métrage. Est-ce que le film peut commencer, s'il vous plaît, ou est-ce que l'histoire peut vraiment commencer, pas juste, voilà, pas juste lancer quelques plans et... Il y a vraiment des fois des courts-métrages qui ne commencent pas tout de suite, en fait. C'est paradoxal, mais... Alors oui, il y a des images, évidemment, il y a des sons, mais voilà, sur un film de 14-15 minutes, quand au bout de 3, 4, 5 minutes, on n'est pas encore dans le nœud je sais pas, du conflit, ou que sais-je, de l'intrigue. Mais après, ça mérite tout de même d'être vu jusqu'au bout, parce qu'effectivement, une fois de temps en temps, un film peut commencer comme ça et se transformer au milieu, et ce serait dommage de le rater, effectivement. Bonjour et bienvenue sur mon podcast. Ici, j'invite les pros du cinéma à partager avec vous leur méthode de travail. De l'écriture à la sortie d'un film, comment ne pas baisser les bras quand ça coince. Bonne écoute! Sébastien, en 2012, tu quittes Paris pour t'installer en Corée du Sud. Tu commences à réaliser tes films et tu commences aussi ton métier de programmateur en festival. Depuis septembre 2020, tu enseignes le cinéma à la fac de Pusan. Tu es à la sélection et à la programmation de plusieurs festivals internationaux, dont le Slamdance Film Festival et aussi, entre autres, le Festival international du court-métrage de Pusan. Festival sur lequel je suis d'ailleurs depuis 3 ans sur le jury préliminaire. Donc, je tiens à dire que j'adore votre festival et j'adore votre équipe. Je me trouve Merci. vraiment privilégiée de collaborer avec vous. Ben, aujourd'hui, ça me fait super plaisir de parler avec un autre programmateur. Yeah! C'est un sujet que j'aime beaucoup. Avec plaisir. C'est un travail que j'aime beaucoup aussi. Donc, dis-moi, pourquoi la programmation? Qu'est-ce qui t'intéresse dans ce travail? La programmation, donc ça a commencé en 2012 avec Busan International Short Film Festival. Oui. C'est arrivé par chance, mais pas par hasard, disons. L'actuel directeur du festival, en 2012, il était le responsable de la programmation, s'appelle Cha Min-chol, et l'actuel chef programmateur, qui en 2012 était un des programmateurs, Lee Sang-hoon. Oui. Tous les deux habitaient à Paris pendant une dizaine d'années, au début des années 2000, disons, et je les ai rencontrés à ce moment-là, via le Festival de films coréens de Paris, dont ils sont 2 des 3 membres fondateurs. Ils ont fondé ce festival tandis qu'ils habitaient en France, à Paris, et je les ai rencontrés à ce moment-là. Bon, Oui. Quand moi-même j'habitais à Paris, j'ai monté pour eux en 2007 un documentaire, un long métrage documentaire qu'ils ont co-réalisé. Oui. Et de ces expériences-là à Paris, on était collaborateurs, on est devenus amis. Et quand eux sont retournés en Corée, bon, dans une certaine mesure, ça m'a fourni, quand moi-même j'ai voulu quitter Paris, ça m'a fourni deux contacts parmi d'autres à retrouver en Corée. Et en y allant, je ne savais pas que je serais membre de leur équipe au festival. Et il se trouve juste que 3 jours après être arrivé en Corée, quand je visite Busan et que je lunch avec Min-chol, lui pensait, je crois, que j'étais juste là en vacances. Or non, j'avais quitté la France, c'est-à-dire je voulais passer peut-être 2 années en nomadisme digital. Qui ne te destinait pas forcément à la programmation, mais les beaux, hasards, si le hasard existe, les belles circonstances de la vie ont fait que les occasions, les opportunités se sont présentées sur ta route. En commençant à faire de la programmation, est-ce que c'est quelque chose quand même, est-ce que c'est un travail dans lequel tu te sentais à l'aise, tu sentais que tu étais à ta place? Mon premier travail est le montage, en fait. De sorte que dans l'idée de vivre comme vidéaste nomade, je cherchais a priori plutôt des plans de montage, des vidéos, des clips, que sais-je, des choses à monter sporadiquement pour continuer de vivre comme ça de façon nomade et voyageuse. Oui. Et surtout pas en programmation. Donc, quand Min-chol m'a proposé de rejoindre leur équipe, à vrai dire, c'était d'abord dans l'idée d'un poste qui est plus de coordination. Bon. OK. Mais à vrai dire, au départ, je pensais que c'était juste pour cette édition 2012-là, pour aider. Je pensais vraiment que ça n'aurait lieu que cette fois-ci. Et finalement, c'est devenu pérenne. Sur l'édition ou les 2 éditions suivantes, c'est devenu une pratique et même je dirais un exercice intellectuel et spirituel vraiment
vraiment frappant, pas si différent du montage, à vrai dire, je trouve, dans une certaine mesure, surtout la programmation et la sélection de courts-métrages. On est toujours tenu de lier des films ensemble au sein d'un programme qui ne sont pas a priori conçus pour être mis entre deux autres courts-métrages, et pourtant, ce travail de trouver des correspondances intéressantes ou thématiques Ouais. ou culturelle ou que sais-je, rend la pratique vraiment passionnante et très proche en ça du montage, je trouve. Et faire de la programmation, est-ce qu'on pourrait dire que c'est organiser la rencontre entre les films et leurs spectateurs? Cas, c'est très clairement la raison d'être des événements en Oui, eux-mêmes. Pour moi, enfin, et effectivement, quand ça m'arrive un peu maintenant d'utiliser la programmation de festival, même en expliquant ça à mes élèves, fac de cinéma, ça m'avait frappé à quel point mettre bout à bout, on peut pas juste dire qu'on choisit les meilleurs films, par exemple, ou les plus, je sais pas, les plus originaux, que sais-je, cette façon-là de concevoir le travail est trop limitative. Pour moi, ce qui est intéressant dans l'idée de concevoir un programme de court-métrage, c'est qu'effectivement, il est destiné à quelqu'un d'autre que moi, donc au oui, spectateur. Et idéalement, c'est pas juste un exercice intellectuel, c'est un voyage oui. émotionnel à travers 3, 4, 5, 6 courts-métrages, que sais-je. Et en ça, c'est aussi en ça que ça ressemble beaucoup plus au montage. Mais est-ce que ton travail s'avère être un genre de mélange entre, tu sais, des critères de qualité, là, et tes goûts personnels? Ou est-ce que pour toi, un bon programmateur, il doit faire abstraction de ses goûts personnels? Tu sais, jusqu'où on peut pousser notre goût personnel et aussi quels sont ces critères de qualité? Disons, les critères de qualité objectifs, il y en a, hein. Le mixage son est-il correct? Il y a vraiment des points de ce type-là sur lesquels un court-métrage peut pêcher Oui, instantanément, quasiment. oui, L'interprétation est-elle professionnelle oui, ou pas? Je pense qu'il n'y a pas un programmateur, surtout à la longue, qui n'est pas capable de déceler ça c'est ça. instantanément. Même si on n'est pas du tout, je suis pas du tout acteur professionnel, je sais reconnaître un bon acteur ou un acteur bien dirigé, ce qui est, Oui. voilà, pour pas mettre la faute que sur l'acteur évidemment, mais ces critères-là sont à vrai dire relativement faciles à déceler du point de vue négatif ou positif, mais au fond, même si on se basait que sur ces Ouais. critères-là, on aurait tout de même trop de bons films de toute façon. Donc il faut la sélection, hein, au final, au fur et à mesure que les films qu'on élague un peu, les critères changent. Je pense que c'est difficile de pas les. Je pense qu'on peut pas faire abstraction de ce qu'on préfère, de ce qu'on aime. Déjà, pour ça, ça dépend par contre un petit peu ton programme pour une section compétitive ou Oui. pas. Je n'ai aucun remords à programmer pour des sections non compétitives, thématiques ou voilà, des films que j'adore personnellement, parfois même un peu envers et contre le goût de mes collègues ou quoi, Ouais. mais bon, c'est jamais aussi dramatique que ça, mais ou même des films d'amis, disons personnels, mais dont les films sont par ailleurs bons, en me disant, tiens, un jour, j'adorerais montrer le film de telle personne que j'ai rencontré à tel festival il y a 4 ans. Et dès que l'occasion peut s'y prêter, j'ai aucun scrupule à faire ça parce qu'on sympathise avec tellement de monde que de toute façon, on peut pas faire abstraction des gens qu'on connaît ou des noms qu'on reconnaît en Parce que tout tu cas. peux penser aussi à organiser, une discussion, un forum, un masterclass autour de la présentation d'un film aussi ou d'un programme. Oui, par exemple, ouais. C'est ce qui était arrivé. Bon, c'était pas moi qui avais conçu ça, mais Hervé Demer, par exemple, et Jean-Marc Roy sont venus chacun à Ouais, Poussane. Hervé Demer, c'est vraiment enfin notamment par sympathie et amitié entre lui et Lee oui. Sang-gun. Sang-gun l'a même invité à l'université où il enseigne le français, à Guangzhou, donc pour autre Ouais, chose. Donc il y a aussi cet aspect-là, hein. Finalement, on invite volontiers les gens qu'on apprécie ou qu'on aime oui, ou que Jean-Marc, sais-je. je l'avais rencontré d'ailleurs en Corée du Sud, il était sur D'accord. votre jury. Oui, ouais, Ouais, ouais. donc Et après, quand on programme pour une compétition, c'est vrai que c'est très très différent. Le choix personnel, enfin les préférences personnelles jouent moins, je pense. Je pense que c'est important qu'elles jouent le moins possible, peut-être. Parce que des fois, il y a aussi des films que personnellement j'aime pas trop, mais on peut pas.
c'est assez facile d'imaginer, par exemple, que le public y trouvera son compte. Mais effectivement, il y en a qui ont peut-être une qualité cinématographique un peu plus faible, mais ils ont ce quelque chose où tu sais que ça va accrocher au niveau du public. C'est ça? Ouais, c'est ça. Ou alors, il y a aussi cet aspect où, enfin, donc, effectivement, tu as raison, mais il y a aussi parfois l'aspect où un film de prime abord, peut-être faible sur des aspects, par exemple, techniques, mais dont le storytelling se développe de façon tellement inattendue. Et je parle pas de twist ending ou de choses comme ça, je parle vraiment d'une sensation qui arrive bon, suffisamment fréquemment pour être reconnaissable, mais pas non plus si souvent que ça, mais d'être pris par la main et d'accepter de ne pas savoir du tout dans quelle direction l'histoire se Oui. dirige et d'être ainsi littéralement transporté, quoi. C'est pas juste une surprise, c'est vraiment une sensation d'inattendu ou d'imprévisible, voilà, qui est On ne rare. t'amène pas là où tu penses aller, en fait. On te fait prendre un autre chemin. Voilà, et c'est vrai que quand quelqu'un qui voit pas autant de courts-métrages que moi pourrait avoir la même impression, mais en voyant tellement chaque année, c'est vrai que cette sensation, pour moi, c'est un critère, c'est probablement le premier critère quelque part pour moi Oui, en tout cas. d'accord. OK, c'est intéressant. Et tu dirais qu'après combien de minutes tu sais que tu as affaire à un bon film? Euh, euh, ouais, dans les 2, 3 premières minutes. Et c'est pas, et ça n'est pas la même chose que de dire, passer les 2, 3 premières minutes, j'arrête le film, c'est fini. Je le fais hyper rarement. Les fois où ça m'est arrivé, c'est la veille de la deadline, tel film, après en avoir vu 500, tel film est vraiment tellement pas bon. Enfin, je veux dire, Ouais, et il dure 30 minutes. C'est comme, non, je suis désolé, j'en ai d'autres à voir. Celui-là, voilà. Mais ça, je peux honnêtement le compter sur les doigts d'une main chaque année, le nombre de films traités comme ça, par mois en tout cas. d'accord, Mais effectivement, au bout de quelques minutes, et c'est pas, et là, c'est vraiment plus, je pense, même quelque chose d'assez quantifiable, c'est-à-dire, mais on parle d'un court-métrage. Est-ce que le film peut commencer, s'il vous plaît, ou est-ce que l'histoire peut vraiment commencer, pas juste, voilà, pas juste lancer quelques plans et il y a vraiment des ouais. fois en fait, des courts-métrages qui ne commencent pas tout de suite, en fait. C'est paradoxal, mais alors oui, il y a des images, évidemment, il y a des sons, mais voilà, sur un film de 14, 15 minutes, quand au bout de 3, 4, 5 minutes, on n'est pas encore dans le nœud je sais pas, du conflit ou que sais-je, de Ouais, l'intrigue. Mais après, certaines ça mérite tout de même d'être vu jusqu'au bout, parce qu'effectivement, une fois de temps en temps, un film peut commencer comme ça et se transformer au milieu, et ce serait dommage de le rater, effectivement. Ouais. exactement. Je sais que tu vois beaucoup, beaucoup, beaucoup de films. Est-ce que ton travail, parfois, affecte ton moral? Comment tu vis ça? Je... Encore une fois, ça dépend un peu dans quel contexte je me trouve au moment où je suis, disons, d'astreinte à voir telle liste de films ou telle liste de films. Par exemple, ça me dérange pas vraiment quand il s'agit de voir les films à sélectionner ou présélectionner pour la compétition, par exemple. Ouais, Parce que là, il y a tellement de critères différents. Il nous faut effectivement une bonne balance de genre, de thème, de ton, d'origine géographique des films. Donc il y a tellement de critères différents que finalement, dans une certaine mesure, je vois pas un film uniquement pour son histoire propre, mais plus pour plusieurs autres critères. Donc c'est beaucoup. Par contre, c'est souvent ça devient beaucoup plus sensible pour moi quand il s'agit de films à voir pour préparer des thématiques spécifiques. Là, c'est vrai que ça peut parfois devenir, et encore pas tellement par rapport au moral, mais plus, oui, il y a cet effet où, voilà, pour Busan Short Film Festival, par exemple, je suis en charge de la section thématique qui est consacrée à l'Asie. Des fois, j'aimerais vraiment faire autre chose enfin, voir d'autres films que des films d'Asie. ouais. Finalement, ça restreint beaucoup mon champ de recherche et alors qu'une fois de temps en temps, je tombe sur un film, je dis ah waouh, ce serait vraiment super et ah oui, mais c'est un film d'Amérique latine, zut. Et finalement, par exemple, en décembre, j'étais membre du jury pour Bogota Short Film Festival Oui, et au début, enfin quand ils m'ont envoyé, quand Jaime m'a écrit pour me dire ah,
est-ce que tu accepterais d'être membre du jury? Oui. Et c'est vrai que quand j'ai reçu le mail et que ça me disait que j'étais membre du jury de la section internationale, ça m'a pas déçu, mais en fait, j'avais dans mon esprit, je m'étais vraiment préparé à voir plein de films colombiens d'un coup, Ah oui, d'accord. et Ouais. j'en ai vu aucun. Oui. Et, et du coup, mais bon, j'ai vu des films hyper intéressants, dont Ouais. deux que j'ai retenus là pour Busan en section thématique. OK. Donc, de toute façon, il se passe, au fond, peu importe la liste de films qu'on reçoit, pour quelle raison, de la part de quelle compagnie ou festival ou quoi, Ouais. on peut toujours s'attendre à tomber sur des perles de façon assez régulière, je trouve. Oui, absolument. Donc, tu as vu beaucoup de films aussi tournés en 2020. On se reporte en tout cas, au début de la pandémie. Maintenant, ça fait quand même 1 an qu'on baigne un peu dans cet univers particulier, mais quand on était en début de pandémie, c'était quand même quelque chose de nouveau qui affectait nos vies. Qu'est-ce qui t'a surpris le plus? Bon, j'en ai vu pour votre festival. C'est sûr qu'il y en avait inévitablement qui traitaient spécifiquement d'une pandémie. Les personnages étaient plongés dans le même univers que nous. Tu vois, moi, par exemple, je trouvais que on parlait tu parlais des petites perles, mais j'avais l'impression, je sais pas, c'est comme si je sentais que les réalisateurs étaient fatigués en Ah, faisant leur film. Il y avait comme un niveau différent au niveau de la qualité en général. ça m'a moins frappé. D'accord. Pour ma part, mais aussi parce que je reçois les films, pour la compétition, je reçois les films que toi-même et les autres membres de la présélection avaient défrichés pour nous, de sorte que on reçoit finalement disons, le meilleur de ce que tu as Oui, vu, ouais, de sorte que j'ai pas eu cette impression, en tout cas pas de cette façon-là et d'accord. pour ce festival-là, cet hiver-là maintenant. OK. Non, ce qui m'avait frappé, c'était plutôt dans l'été-automne 2020, quand donc je travaillais jusque novembre 2020 aussi pour un festival de films français qui a lieu en Corée, Oui, sur l'île de Jeju, et j'avais été étonné. Là, j'avais ressenti cette impression-là, mais vu que c'est des films, on reçoit des courts-métrages que presque à 90%, les films français, c'est ouvert aux pays francophones, mais on reçoit assez peu de films d'ailleurs. d'accord. Et là, j'ai eu cette sensation de façon plus vive. Aussi au niveau du nombre de films, on a eu 150 films en moins que l'année 2019. C'est Ouais. assez, voilà, très honnêtement, ça m'a étonné. Ouais, ouais, Un ouais. peu moins d'inspiration, peut-être aussi de la part de tout le monde. Peut-être, peut-être pas, mais disons, si c'est le cas, ça me surprendrait pas. Même au niveau de la programmation, Ouais. c'est intéressant de trouver des films, mais sachant qu'on a une chance sur deux de pas en fait pouvoir les montrer en salle à un public présentiel, ça diminue aussi un peu l'inspiration de notre côté, au fond. Revenons au côté pratico-pratique. Comment est-ce que tu organises finalement ta façon de travailler? J'imagine que c'est probablement très cyclique, là, ton année. Il y a des Ouais. mois où tu es beaucoup plus concentré sur le visionnement de films, d'autres, tu es sûrement très rodé sur une façon de travailler très précise pour ne pas t'éparpiller à travers tout ça. Oui, après c'est devenu plus simple cette année vu que j'ai quitté plusieurs festivals. Là, par exemple, 2019, c'était vraiment l'année un peu trop où ayant travaillé pour 6 festivals, Ouais, j'ai pour ainsi dire fait que ça. Et là, c'est vrai que c'était devenu vraiment trop. ouais, D'une façon générale, j'ai tendance quand je reçois une liste de courts-métrages, je vais d'abord regarder les films de moins de 5 minutes, de sorte que cela, on peut en voir plus d'un coup, et donc ça donne un peu l'illusion que j'ai déjà bien entamé ma liste. Et ensuite, je passe aux films entre 5 et 10 minutes, et ensuite entre 10 et 15, puis 15 et 20. Et évidemment, au fur et à mesure, j'arrive au film d'une demi-heure, ouais. et là, ça prend un peu plus, enfin, j'en vois moins à chaque session de visionnage, mais ça me permet comme ça voilà, d'avoir l'impression d'avancer vite, alors que en fait, c'est la même durée cumulée, n'est-ce pas, de visionnage, Ouais. mais aussi, ça permet de voir un peu par catégorie de durée, comme ça. C'est une petite façon supplémentaire de juger les films un peu les uns par rapport aux autres aussi. Juger un film de 5 minutes et en voir un de 30 minutes après, Ouais. dans la même journée, c'est presque. J'aime mieux décider entre les deux films ou les 5 films de 30 minutes. S'il ne doit en rester qu'un, lequel de ces 5-là, je vais. Après, donc ça, c'est ma petite façon de parcourir mes listes. En général, je vois
Pendant ces périodes-là, je vois entre 5 et 10 courts-métrages par jour au moins, en fonction des durées, disons. Souvent plus, parce que au fur et à mesure qu'on s'approche des dates de délibération, Ouais, il faut accélérer un peu la cadence. il faut accélérer. Mais c'est vrai que, par ailleurs, je n'ai pas que du visionnage de films à faire pour le festival, par exemple. Donc c'est vrai qu'il y a un nombre incalculable d'emails, de suivi de contacts, de choses comme ça. Donc Ouais. c'est pas comme si je pouvais faire littéralement que du visionnage de toute façon. Mais j'aime bien faire ça chez moi, devant mon petit-déj, un peu à réfléchir entre deux tartines au film que je viens de voir Ouais. et prendre des notes C'est ça, tu prends idoines. des notes. Tu prends des notes à chaque film? Ouais, OK. ça, un petit commentaire. Parfois, ça sert même pour le festival de court-métrage de Poussin. On est tenu d'écrire comme ça notre commentaire de programmateur dans le catalogue, par exemple. Donc, parfois, Oui. certaines de mes notes ou de mes remarques notées sur la liste Excel me resservent plus tard. Mais on s'entend que la vie, en festival d'un film et d'un court-métrage, c'est quoi? 1 an et demi, 2 ans? Qu'est-ce que tu dirais? En termes de timing pour la compétition, oui, peut-être 2 ans. Oui. Mais potentiellement, ça peut être illimité aussi. Moi, il y a des films que je passe, que j'ai vus il y a 6 ans ou 7 ans ou Ouais. 8 ans. Un film dont on se souvient ou qui marque et qu'on ne peut pas programmer pour une raison ou pour une autre, ou sélectionner, enfin, ce film est super, mais il est plus long que notre durée maximale dans le règlement des compétitions, Ouais. désolé. Et bon, dès qu'on a une autre occasion, on le passe, on s'en souvient et on le programme. Faisant pour un réalisateur, une réalisatrice, peut-être que de gagner un grand prix qualifiant pour les Oscars l'année dans la foulée d'avoir fini le film 3 mois avant et voilà, Ouais. mais au moins les films qui nous marquent, on ne les oublie pas et à la longue, on peut tout à fait, les réalisateurs peuvent s'attendre à ce qu'on les ressorte ou on les En recontacte. terminant, Sébastien, il y a beaucoup de films qui sont évidemment très fragiles économiquement et qui n'ont pas accès nécessairement aux salles de cinéma. Donc, leur vie en festival est fondamentale. Tu sais, ils travaillent longtemps, ils travaillent dur, les réalisateurs, les réalisatrices, pour arriver au bout de leur film. Est-ce que tu as un conseil à donner à ces cinéastes pour booster leurs chances là, d'accéder à des festivals internationaux de qualité, hein? C'est drôle, ça me fait penser à une réponse qu'a donnée Pascal dans ton épisode 2, où il parlait justement de c'était de cette impression de devoir attendre les festivals et d'être beaucoup moins en contrôle de cette étape-là, finalement. Oui, En conseil, pour le long métrage, j'avoue que je saurais moins bien dire, bien sûr. Disons, pour des réalisateurs ou des réalisatrices plutôt débutants, oui, ça me frappe, par exemple, maintenant en école, enseignant en fac, de voir à quel point, en fait, ces étudiants connaissent la notion de ce que sont des festivals de films et pourront comme ça lancer 3 ou 4 noms de festivals, sans forcément se rendre compte de l'intérêt que ces événements ont au-delà de présenter des films, oui, quel intérêt eux-mêmes pourraient ou elles-mêmes pourraient y trouver. L'idée de faire l'effort de se renseigner sur les périodes d'inscription, les conditions d'inscription, cet effort-là me paraît, surtout pour des réalisateurs débutants, me paraît nécessaire de faire très vite. Surtout pas justement le laisser comme ça, de surtout pas réaliser un court-métrage et de se dire je peux le mettre en ligne, ça c'est fait. oui. L'étape, effectivement, une fois que le film est fait, en fait, c'est seulement à partir de ce moment-là que le film peut enfin exister, dans le sens pris d'un public quelque part qui le verrait. Si Oui. un film qui existe mais qui est pas vu, enfin qui est produit mais qui n'est vu par personne, c'est comme s'il n'existait pas. C'est vraiment triste. Ouais, ouais. Mais personne ne va le faire pour les réalisateurs ou les réalisatrices eux-mêmes. Moi, mais je suis choqué maintenant de voir à quel point je ne savais pas ça. Je ne l'ai pas appris en école de cinéma. Je m'en rendais mal compte du temps où je faisais que du montage. Ouais. Mais je regrette de ne pas m'y être intéressé plus tôt et de ne pas avoir, ne serait-ce que visité des festivals plus volontiers, mais en dilettante, juste pour voir des films. C'est vraiment dommage. OK. À Slam Dance, ils ont cette façon de faire, par exemple, où quand on est sélectionné, à partir de ce moment-là, aux éditions suivantes, ils contactent leurs alumni et
est-ce que vous voulez, en volontaire, hein, mais est-ce que vous voulez faire partie de l'équipe de sélection? Ouais. Oui ou non. Si des gens n'ont pas le temps, ils ne le font pas. Ouais, ouais, ouais. Et ça permet aussi, c'est pas mal d'avoir aussi un pied comme ça en festival. Ça permet aussi de prendre du recul finalement, pour des réalisateurs et des réalisatrices, de voir comme ça, en mercenaire, des courts-métrages pour un festival. Ça permet aussi de se rendre compte de l'époque dans laquelle nous-mêmes on produit nos films, ou de la concurrence à la rigueur même dans lesquelles on se trouve quand on produit des films. Donc, C'est important aussi, et comme tu dis, ça peut créer des opportunités qui t'amènent ailleurs. Ça peut te lancer des fois vers des coproductions. Tu sais, l'atteinte de nouveaux marchés aussi, je trouve que pour un cinéaste, c'est essentiel. Et qu'est-ce que je peux te souhaiter pour cette nouvelle année? D'abord, de réussir à enfin réaliser à nouveau un court-métrage, ou finir mon scénario de long-métrage pour mes propres projets. Ça m'obsède à ce stade. Ah oui, ça doit te manquer, hein? Mais après, bon, mon emploi principal actuel, c'est donc l'enseignement du montage, donc en fac. Je dirais, j'aimerais vraiment m'y sentir à l'aise. Là, j'ai fait un seul semestre, donc c'est trop tôt pour vraiment décider de si le boulot me plaît ou pas, mais j'ai passé un semestre vraiment à devoir en même temps comprendre ce qu'on attend de moi et comment l'université fonctionne, et qu'est-ce que les étudiants savaient déjà, vu que je les ai récupérés en cours de cursus, ils avaient déjà appris, etc. Donc j'ai eu plus à comprendre et à apprendre et à intégrer qu'une année normale si j'avais déjà été là depuis 2-3 ans. Donc ça a rendu le premier semestre vraiment assez lourd, pas toujours super agréable. C'était souvent intéressant quand on fait littéralement le montage de leurs projets. C'est tout aussi passionnant que quand je faisais le montage de mes projets. On peut faire le parallèle avec ce cinéaste qui débute, qui lance son premier film et qui doit tout apprendre sur l'univers des festivals aussi. Donc, effectivement, oui, c'est une adaptation. Mais je te souhaite sincèrement de réaliser Merci, ton prochain film. Écoute, il faut aussi faire ses projets personnels, hein. Ça fait partie on parle beaucoup de santé mentale cette année, mais ça fait partie aussi d'apporter un bel équilibre aussi dans sa vie. Un besoin vital, ou alors il faut absolument pas faire de création artistique du tout, et dans ce cas-là, on peut s'en passer. Mais non, il faut aller au bout, ça vaut la peine. Je vais te laisser aller au lit parce qu'on a quand même 14 heures qui nous séparent. Il est tard pour toi, Sébastien. Avec plaisir. Merci pour cette belle invitation, j'adore. Merci de nous avoir éclairés par tes réponses personnelles, Sébastien. Merci, c'est déjà la fin. Merci beaucoup d'avoir consacré du temps à nous écouter. Cinéritage est également disponible sur ma chaîne YouTube. Merci de vous abonner, liker, partager et commenter. Alors voilà, j'ai déjà hâte de vous retrouver dans le prochain épisode. À bientôt et portez-vous bien.